propose de vous présenter rapidement TechMind pour que vous puissiez comprendre ce que l'on fait. Donc nous sommes des investisseurs en venture capital. On a créé cette société qui s'appelle TechMind il y a 2 ans maintenant, avec l'objectif de développer un nouveau modèle sur le venture capital, un nouveau modèle par rapport au modèle traditionnel des fonds d'investissement. L'objectif, c'est de développer un modèle qui soit plus transparent, plus agile, plus souple et qui permette de générer plus de valeur pour les investisseurs. Donc, c'est ce qu'on appelle VC as a Service. Et comment ça fonctionne? Nous, on travaille pour des investisseurs et on aide ces investisseurs à avoir du deal flow, à trouver des opportunités d'investissement, à prendre les bonnes décisions d'investissement et ensuite à gérer leur portefeuille de start-up. Nos clients sont soit des investisseurs corporate, des grands groupes, pays, soit des investisseurs privés, donc business angel. Voilà, donc côté corporate, on travaille avec des acteurs dans différents secteurs d'activité qui peuvent être la banque, l'assurance, les médias, l'automobile, la mobilité, j'en ai peut-être oublié, la food, etc. On investit donc avec nos clients dans des sociétés, mais à chaque fois, ce sont nos clients qui ont la décision d'investissement. Nous, on leur apporte toute l'ingénierie qui permet de bien analyser les opportunités, de bien gérer leur portefeuille, mais à chaque fois, ce sont nos clients qui ont la décision d'investissement. Et il y a un lien direct qui est construit, qui est développé entre nos clients et chaque entreprise du portefeuille. Donc, c'est vraiment l'investissement direct. Donc, on investit avec nos clients à peu près sur tous les secteurs d'activité. Globalement, les tickets que l'on met avec nos clients, c'est entre 100 000 et 500 000 euros, principalement en seed et en série A. Et en 2 ans, on a réalisé un peu plus d'une 50aine d'opérations. Je pense qu'on sera bientôt à 60. Si vous voulez voir notre portefeuille, vous pouvez aller sur notre site et puis voir la sélection des startups, la sélection de notre portefeuille. Et donc, s'il y a des startups qui sont en cours de levée, n'hésitez pas à nous envoyer le deck. On est preneur et on est toujours actif. On a été très actif depuis le début de l'année et pendant le confinement également. Du coup, via votre site internet pour l'envoi des dossiers ou notre mail, je vais mettre notre mail directement. Ça marche. Et puis, dernière chose, donc nos bureaux sont à Paris, à Nice, et puis on a également une personne à Londres. On va parler aujourd'hui de la valorisation des startups. Alors, je voulais juste revenir sur un concept qui est le concept du capital immatériel. Donc, je pense que vous savez que depuis l'ère de la connaissance, enfin, l'ère post-industrielle, on peut considérer que la valeur d'une entreprise, c'est pas du tout la valeur qu'on va retrouver dans le bilan, c'est pas la valeur de l'actif qui apparaît au bilan. Et finalement, la différence entre la valeur d'une entreprise et puis la valeur du bilan, eh ben, c'est tout ce qu'on appelle le capital immatériel. C'est le capital client, c'est l'humain, c'est l'équipe, les effectifs, c'est le capital partenaire, c'est le savoir-faire, c'est la marque, c'est l'organisation, c'est le système d'information. Ça, c'est assez important et c'est d'autant plus important pour les startups qui ont un capital immatériel très fort et qui veulent valoriser. Et finalement, quand on va valoriser une startup, on va faire ce travail et essayer de faire ce travail de valorisation de ce capital immatériel. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, aujourd'hui, ce qu'on a prévu, ce n'est pas forcément de faire une présentation très officielle de toutes les manières de valoriser le capital immatériel et de valoriser les startups, parce qu'en fait, il y a plein de méthodes de valorisation qui existent, plus ou moins bonnes. Mais l'objectif, c'est plutôt de vous donner une vision assez pragmatique. C'est la vision d'un investisseur. Comment on appréhende la notion de valorisation de startup quand on est un investisseur. Et l'objectif, c'est de vous donner des clés, vous en tant que startup, pour les prochaines relations que vous aurez avec vos investisseurs, pour vous aider à bien connaître le jargon et à être à l'aise sur les différents concepts autour de la valorisation. Donc, ce qu'on a prévu, c'est de revenir un petit peu sur les fondamentaux de la valorisation de startup, comment valoriser startup, et c'est quoi les critères fondamentaux.
On abordera aussi quelques éléments qui sont un peu adjacents, mais qui sont quasiment aussi importants que la notion de valorisation, par exemple la notion de liquidité, qui est assez importante. Et puis à la fin, c'est important qu'on puisse aborder ensemble la question de la crise, de l'impact de la crise. Et là, on va vous poser, vous, les questions, parce que ça nous intéresse d'avoir votre avis sur, pour vous, quel est l'impact de la crise sur votre levée de fonds. Et bien entendu, on verra notre avis. Alors, ça, c'est un concept certains vont penser que c'est quand même assez trivial. C'est la différence entre le pré-monnaie et le post-monnaie. Alors, c'est très simple, la valeur pré-monnaie d'une entreprise plus le montant investi donne la valeur post-monnaie. Alors, ça peut paraître en effet assez trivial, mais moi, il y a quelques jours, j'ai rencontré une startup qui avait calculé sa dilution sur son montant pré-monnaie, donc je me suis dit que les bases n'étaient peut-être pas forcément là. Donc, ça c'est un peu la base. Donc, une startup qui est valorisée pré-monnaie 1 million d'euros et qui va lever 500 000 euros, va avoir une valorisation post-monnaie d'1 500 000 euros. C'est assez simple. Et donc une dilution de 33%. En fait, il y a une augmentation de capital qui va se faire via l'émission de nouveaux titres. Et généralement, ça va se faire via ce qu'on appelle une prime d'émission. Je dis généralement parce que dans certains cas, c'est le capital social qui va être augmenté du montant qui va être investi. Mais ça, c'est vrai pour certaines sociétés qui ont besoin d'avoir un capital social plus important, par exemple des sociétés qui sont réglementées, qui ont besoin de booster leur capital social. Mais généralement, ça va être ce qu'on appelle une prime d'émission. Alors en fait, l'investisseur, il va investir en deux parties. D'abord, il va y avoir une augmentation du capital social à la valeur nominale des titres. Et puis après, il y a une prime d'émission qui va être versée. Et la différence, finalement, c'est la différence entre la valorisation de la société, de la start-up, et la valeur du capital social. Parce que si l'augmentation de capital se retrouve, les associés actuels vont évoluer. Donc, généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a dans l'augmentation de capital, il y a à la fois l'augmentation du capital social à la valeur nominale et puis la prime d'émission. Et ce qui est possible de faire, si jamais vous voulez augmenter le capital pour asseoir la crédibilité de votre entreprise auprès de tiers en vous disant on veut montrer qu'on est un peu plus solide sur les entêtes, etc. Ce qui est possible de faire post-augmentation de capital, c'est de réintégrer la prime d'émission dans le capital social. Du coup, ça ne change pas la répartition du capital social, mais ça change le montant du capital social. Et sur tous les entêtes où vous présentez votre société, du coup, elle n'a pas un capital social de 1 200 euros qui pourrait être des fois un peu gênant quand on veut adresser des grands comptes ou autres, ou répondre à des appels d'offres publics, par exemple. Mais vous pourriez ainsi, en réintégrant cette prime d'émission, afficher un capital social d'1 million d'euros. Alors, un autre élément sur lequel on est souvent beaucoup questionné, c'est la différence entre le fully diluted et liquide. Bien sûr, on va vous dire que finalement, les investisseurs en général, ils vont raisonner sur le fully diluted. Alors, ça veut dire quoi? Prenons l'exemple d'une startup qui est détenue par Antoine et Julien, qui sont les deux cofondateurs. À eux deux, ils ont 300 actions de la société. Ils ont attribué des bons de souscription aux parts de créateurs d'entreprise, donc des BSPCE, donc à Julien, et puis à Marc, qui est un salarié, donc 70 BSPCE, qui vont donner droit à Julien et à Marc de souscrire à des titres de l'entreprise en fonction d'un certain nombre de conditions. Et puis, il y a Sébastien, qui est un premier investisseur, qui investit via un système de BSAR. Je pense que vous connaissez ce genre de mécanisme. Donc là, c'est un investissement via aussi un principe d'option basé sur la valorisation de la prochaine levée de fonds avec un discount et souvent un plancher, un plafond. Donc les BSPCE et BSAR sont des options qui donnent le droit d'acheter des actions, mais à l'instant T, Marc et Sébastien ne sont pas actionnaires de l'entreprise. Donc, le capital non fully diluted, c'est uniquement les titres qui sont à date répartis au sein des associés. Donc, Antoine et Julien, ils ont 100% du capital en non fully diluted. Et quand on raisonne
en fully diluted, on va prendre en compte l'ensemble des options, donc finalement la dilution maximale des associés. Et finalement, on se rend compte que Julien et Antoine, une fois que si l'ensemble des BSPCE et des BSAR sont convertis en actions, Antoine et Julien, à eux deux, ils auront 71% du capital et non 100%. Donc ça, c'est assez important de faire la différence entre le non-fully diluted et le fully diluted qui va être pris en considération par les investisseurs. Et surtout savoir se projeter en permanence sur les deux, parce que les règles de gouvernance peuvent changer. On voit typiquement que Antoine, à l'instant T, a la majorité des 2/3, donc ça peut être important pour certains votes en assemblée générale ou certaines décisions de gestion, mais qu'en réalité, à terme, si les instruments sont exercés, il n'est même plus majoritaire dans la société. Donc c'est bien important de comprendre la différence entre non dilué, not fully diluted, et complètement dilué une fois que les BSPC ou les BSAR ou autres instruments financiers accédant au capital sont exercés. C'est vrai qu'il n'y a que des garçons, ce n'est pas très paritaire cette start-up-là. J'ai vu le commentaire. C'est une bonne remarque. On modifiera pour la prochaine fois. Antoine, Julien, Marc, Sébastien, ça fait un peu trop de mecs, je suis d'accord. Alors, est-ce qu'il faut avoir la valorisation la plus élevée? Ça, c'est une question qui est aussi assez régulière. Oui. C'est une question qu'on nous pose souvent et en fait, on voit souvent, nous, en tant qu'investisseurs, un biais de la part des fondateurs en essayant de faire grimper les valorisations le plus possible. Passe dans l'autre sens, Olivier, les slides. La théorie en arrière. Okay. Et en fait, il faut se méfier de vouloir aller chercher toujours la valorisation la plus élevée parce qu'il y a des contreparties en général. Bien sûr, on verra à la fin, on va regarder et on va présenter des mécanismes de valorisation et des rationnels de valorisation de start-up. Donc ça, on y viendra après. Mais sans aller là-dedans, Olivier, je veux bien que tu passes encore la slide. Pardon. On va voir que si vous faites face à des investisseurs un peu aguerris, ils peuvent vous accorder la valorisation que vous souhaitez pour remporter le deal parce qu'ils veulent absolument être au capital de cette société. Mais il faut faire attention parce que généralement, une valorisation élevée peut avoir des contreparties. Et les contreparties, elles sont généralement sur le term sheet et ensuite sur le pacte actionnaire. Et souvent, les dirigeants d'entreprises ou de start-up ne voient pas forcément immédiatement leur impact, mais il peut être assez important dans certains cas. Et généralement, ce qu'on voit, c'est des actions de préférence. Ça, c'est à partir de la série A, il n'y a pratiquement que ça. Déjà, ensuite, on commence à en voir de plus en plus. Mais ensuite, on en voit fortement. Donc, des actions de préférence donnent accès, généralement, à une liquidité préférentielle aux investisseurs en cas de vente de la société à une valorisation plus faible que la valorisation à laquelle ils sont entrés. Donc, ils sont prioritaires sur le boni de liquidation au final. Et en fait, on peut imaginer qu'ils soient prioritaires pour récupérer leur argent. On voit même des cas, si un investisseur estime que la valorisation est trop élevée, de se protéger plus que ça et de dire, nous, on veut récupérer 1,5 fois notre mise, par exemple, en priorité. Et donc avoir des actions de préférence un peu plus agressives de ce côté-là. Le deuxième élément qu'on voit régulièrement, mais de moins en moins, enfin régulièrement aussi des séries A et un peu moins les tours d'après, c'est ce qu'on appelle des ratchets. Les ratchets sont des mécanismes qui permettent à un investisseur de se reluer si jamais les tours de table futurs se font à des valorisations plus faibles. Et dans ce cas-là, qui est dilué? Ce sont les actionnaires historiques, donc les fondateurs, les friends and family, etc. Et ce qu'un investisseur va demander également, si la valorisation lui semble très élevée et qu'il consent un effort fort, c'est d'être beaucoup plus vigilant, d'être beaucoup plus fort dans la gouvernance de la société et donc de mettre des seuils de décision où les dirigeants sont obligés de demander à un comité stratégique ou à un board une validation préalable,
ils vont demander à avoir des reportings beaucoup plus précis, plus fréquents. Et donc, il faut se méfier de vouloir faire augmenter cette valorisation. A contrario, quand on se retrouve face à une valorisation qui nous semble faire, voire très raisonnable, ben on peut se dire, on peut consentir beaucoup plus de BSPCE. On peut se dire, ben, finalement, on a du capital restant qu'on va pouvoir attribuer à des futurs salariés ou à des salariés actuels, mais en tout cas permettre d'aller chercher de meilleurs profils ou de fidéliser les profils qu'on a dans la société. Et donc, généralement, la poche de BSPCE est entre 5 et 10%, ça c'est un ratio assez communément admis. Si la valorisation est très élevée, ben, l'investisseur va dire bon, 5% max. Si elle lui semble plus raisonnable, il va dire bon, ben, là, effectivement, on peut allouer jusqu'à 10% de BSPCE. Et donc, ça va favoriser l'embauche et la fidélisation de très bons profils au sein de la société. Je ne vais pas détailler, mais on a d'autres éléments comme une gouvernance plus libre, rétrocession de TRI. Donc, on va permettre, au-delà d'un certain rendement fait par l'investisseur, de récompenser les dirigeants. Et le dernier élément, qu'on ne voit jamais en seed et qu'on commence un peu à en voir, enfin, qu'on voyait jusqu'au début d'année sur de la série A, sur des deals très demandés côté VC, de permettre du cash out au CEO. Mais ça, encore une fois, il faut que la valorisation soit raisonnable ou qu'il y ait une décote de valorisation sur le cash out. Si la valo est déjà très élevée, un investisseur ne voudra pas financer de l'argent qui ne sera pas productif pour le développement de la startup. Donc attention, quand vous négociez votre valorisation, à faire monter les enchères, c'est bien, mais il faut se méfier. Il peut y avoir des contreparties. Et en fait, comment on analyse tous ces éléments de préférence, de ratchet, de BSR, etc. C'est sur ce qu'on appelle le waterfall. Le waterfall permet de savoir, en fonction d'un prix de cession qu'on définit, donc on peut le faire varier, on peut faire un Excel en faisant varier un prix de cession, et regarder comment la valeur sera répartie entre les différentes catégories d'actionnaires. Il ne faut jamais oublier les frais, parce qu'une bonne sortie, généralement, est pilotée par une banque d'affaires, par des avocats, et donc ça peut représenter jusqu'à 8 à 10% du prix de cession, uniquement en frais. Et ensuite, vous avez les priorités des différentes classes d'actions. Alors, le capital social est toujours payé en priorité, mais on a vu dans le schéma, il y a 2 ou 3 slides précédents, que le capital social peut être une fraction très faible du capital global de la société, parce que le reste est en prime d'émission. Ensuite, il y a les actions de préférence, il y a potentiellement les BSR qui devaient se convertir en actions de préférence, et viennent à la fin les actions ordinaires. Donc, vous pouvez très bien avoir ce waterfall-là, que les fondateurs et les employés qui sont en action ordinaire aient 70% du capital de la société, et pour autant, à la fin, ne récupérer que 20% de la valeur. Et donc, il faut avoir en tête les scénarios de waterfall et se dire, en fonction du prix de cession, du prix de sortie, quelle va être, moi, ma valeur en tant que fondateur ou en tant qu'investisseur in fine. Si on en revient sur les actions de préférence, mais on va passer relativement vite, on peut faire des préférences sur plein de choses, sur des préférences de dividendes ou autres, ou droit à l'information, mais dans 99% des cas, la préférence sert à être payée en priorité. Et donc, c'est une préférence de liquidation de l'entreprise qu'on a présentée précédemment. Donc, je ne vais pas détailler plus que ça. Olivier, je veux bien que tu passes. On a fait quelques exemples pour que vous compreniez bien les différents types de préférences qu'on peut voir. Alors, sur la préférence et sur les actions de préférence, encore une fois, c'est quelque chose qu'on voit systématiquement à partir de la série A. Donc, c'est important de comprendre ce que veut dire une action de préférence. En seed, il y en a aussi régulièrement. Et nous, typiquement, dans nos investissements, on en fait en seed. On pense que c'est un élément qui aligne l'alignement d'intérêts entre des fondateurs et des investisseurs. Je prends un exemple tout bête. Une valorisation de seed à 3 millions d'euros, vous investissez en pré-monnaie, vous investissez 500 000 euros. 3 jours après, une entreprise vient vous racheter votre start-up pour 2,5 millions.
Bon, pour les dirigeants, ça peut être un bon coup. Ça fait 1 an qu'ils ont créé la société. Ils prennent pratiquement 1,5 million chacun. C'est intéressant. Mais pour l'investisseur, il investit il y a 2 jours, il perd de l'argent. Donc, ce n'est pas intéressant du tout. C'est pour ça que mettre une action de préférence lui permet de se dire, au moins, je ne perds pas ma mise dans ces cas-là. Et donc, si on en revient à ces exemples, on peut avoir donc des préférences qui sont ce qu'on appelle non-participating, c'est-à-dire qu'une fois que l'investisseur est remboursé, ensuite, ce sont les actionnaires ordinaires qui récupèrent le restant, jusqu'à obtenir 100% du capital, et ensuite tout est partagé au-delà. On peut avoir des actions de préférence un peu plus agressives, comme je le disais, qui demandent un rendement. Alors typiquement, le deuxième exemple qu'on a pris, c'est un x2. Donc dans ce cas-là, on voit que le capital social est remboursé en priorité. Ensuite, ce sont les actionnaires investisseurs qui sont en action de préférence qui récupèrent x2. Donc s'il ne reste plus d'argent ensuite, les actions ordinaires n'ont plus rien. Et s'il reste de l'argent, effectivement, il y a un catch-up. Et ensuite, on distribue au pourcentage des extensions. Donc ce sont des actions de préférence x2. Et il y a un truc plus vicieux que ça, qui ne se pratique pas en France, mais qu'on voit régulièrement dans les pays anglo-saxons. Aux US, c'est assez fréquent. C'est ce qu'on appelle des actions de préférence participating. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de catch-up des actions ordinaires. Donc, si vous, en tant qu'actionnaire ordinaire, vous avez 60% du capital de la société, si vous cédez, les actionnaires qui ont des préférences vont récupérer une fois leur mise en préférence et ensuite tout le restant sera distribué au-delà. Donc, en fait, les 60% de la valeur, vous ne les aurez jamais. Vous tendrez vers 60% si la valorisation est élevée, mais en fait, il n'y aura jamais de rattrapage des ordinaires par rapport à leur détention réelle au capital de la société. Donc, il faut faire attention. Encore une fois, le dernier cas n'existe pratiquement pas en France, mais à bien comprendre quel impact sur le waterfall a l'action de préférence qu'on vous propose. Et là, je ne suis pas rentré dans le détail, on a peu de temps, mais vous aurez les slides qui permettent de voir pratique avec un exemple et vous pourrez vous-même voir les différents scénarios, ce que ça donne en fonction de la préférence simple, de la préférence avec des participating ou non-participating. Là, si c'était trop technique, vous pouvez poser des questions sur le chat, n'hésitez pas. Pas de questions pour l'instant. Ça, c'est ce qu'on constate. C'est une règle qu'on voit généralement sur la dilution en fonction des tours de table. Alors, cette règle est, j'allais dire, un peu de moins en moins vraie. Ce qu'on constatait historiquement, c'est que le tour Friends and Family générait une dilution pour les fondateurs de 15 à 30%, le tour de seed de 25 à 30%, série A plutôt de 20%, et ensuite 15%. Je vois le commentaire, c'est effectivement très technique. Alors, n'hésitez pas, si c'est compliqué et que vous voulez que je revienne sur un des sujets, je peux revenir. Sinon, on pourra faire le Q&A à la fin pour revenir sur des questions un peu plus précises. Si besoin, je peux activer le micro de certains participants si vous avez besoin de poser une question. Peut-être là, vu qu'on est sur le sujet, le micro de la personne qui je ne sais pas s'il a une question ou si c'est juste trop compliqué ou je suis allé trop vite. Pas encore de questions. Ok. Du coup, en fait, ce qu'on constate, comme je disais que ça, c'était valable il y a encore quelques années, c'est un peu moins vrai, parce que déjà, les niveaux de dilution sont légèrement plus faibles maintenant. Un tour de seed aujourd'hui à 25% de dilution est déjà un bon tour de seed. On peut lever des montants plus élevés qu'avant sur ces niveaux-là. Et surtout, en fait, il n'y a plus de vrais seed comme il pouvait y avoir historiquement. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a plusieurs petites levées qui se font pratiquement un peu au fil de l'eau. C'est rare qu'une société arrive, fasse un seed, puis arrive directement à la série A. On voit de plus en plus de bridge ou de petits investissements pré-seed, de petits investissements post-seed ou pré-série A. Et
Et du coup, en fait, les investissements entre cette phase de création Friends and Family et la série A se fait un peu plus découpé que juste un tour figé. Et c'est pour ça que notamment les BSR qui ont été créés par The Family en partie permettent justement d'étaler ça dans le temps et de faire des levées un peu au fil de l'eau de manière un peu plus simple. Mais il faut garder ça en tête qu'après le tour de seed, il faudrait idéalement encore être majoritaire en tant que fondateur. Après la série A, idéalement, il faut être majoritaire en tant qu'équipe fondatrice avec les salariés. Et ensuite, on perd au fur et à mesure la majorité dans les tours d'après. Olivier, je veux bien que tu... Ouais, non, ça, juste pour compléter, je pense que c'est vraiment le premier réflexe à avoir quand on parle de valorisation. Si vous avez défini le montant que vous voulez élever, vérifiez votre niveau de dilution et vérifiez que vous êtes à peu près dans les clous par rapport au stade de maturité de votre société. Voilà, ça ne mange pas de pain déjà, ça permet déjà de voir si vous êtes à peu près, vous avez un montage qui semble à peu près cohérent. Bon, là, c'est pour revenir avec une explication un peu simple sur un mécanisme de levée. Donc, si vous souhaitez lever 2 millions d'euros en seed, on va considérer assez simplement que la dilution que vous êtes prêt à concéder est de 25%. Alors, je vous dis, c'est un ordre de grandeur, encore une fois, ça dépend de l'attrait qu'a votre société auprès des investisseurs, ça dépend de votre traction, ça dépend de l'équipe, ça dépend de si vous avez déjà monté et vendu plusieurs startups, évidemment. Mais en tout cas, implicitement, quelqu'un à qui vous allez présenter votre levée et vous dites, nous, on cherche à lever 2 millions d'euros en capital, il va se dire, bon, la valorisation qu'il attend de sa société est de l'ordre de 4 millions d'euros. Ça, c'est le réflexe qu'a un investisseur. Même si vous n'avez pas encore réfléchi, même si vous vous dites c'est le marché qui va faire ma valorisation, j'attends de voir ce que me proposent les investisseurs, ils vont considérer que c'est au minimum 4 millions d'euros. Là, ça ferait une dilution donc, de 2 sur 6. C'est à peu près le ratio maximum de dilution qu'aussi bien côté fondateur, il faut que vous acceptiez. Et les investisseurs savent très bien aussi que ça peut être gênant pour les tours d'après d'avoir trop dilué. Donc, ils vont se dire, de toute façon, on n'investira jamais sur une valorisation inférieure à 4 millions d'euros s'il lève 2 millions. Et donc, il faut être sûr que, ensuite, en rationalisant cette valorisation de 4 millions d'euros, ils retombent bien sur ses pieds et ils se disent, oui, elle vaut effectivement ça. Parce que si vous arrivez et vous dites, moi, je veux lever 2 millions pour me développer, mais ma valorisation, elle peut valoir, j'estime qu'elle est 3 millions, ça va coincer au niveau de la dilution. Pour vous, pour les tours d'après, même si elle ne vous gêne pas en tant que telle, on sait très bien que les VC en font un critère prépondérant. Avant même d'ouvrir un dossier, ils regardent la dilution des fondateurs. Et ça peut être vraiment un deal breaker. Alors là, c'est pour vous montrer la complexité que peut avoir une table de capitalisation. Donc, on a pris l'exemple de Airbnb, où les fondateurs ont encore une grosse partie du capital de la société. Et en fait, c'est assez marrant parce que si on reprend ici les 3 fondateurs, avant l'IPO, au départ, pardon, ils avaient 100%. Avant l'IPO, ils n'avaient plus que 40%. Et la dilution s'est faite, on voit série A, série D, etc., au fil de l'eau, de tous les tours de table qui ont été faits. Et là, elle est fortement simplifiée. Il y a des agrégats, série A, série C, derrière, il y a différents fonds. On a regroupé les overcommon qui peuvent être des listes de business angels et on voit qu'elles ont été carrément sorties de la table de capitalisation. Donc, c'est pour vous montrer qu'une table de capitalisation peut être rapidement assez complexe et qu'il faut gérer en permanence. On ne se rend pas bien compte, je pense, quand on lance sa startup, qu'on ne connaît pas forcément très bien l'écosystème, à quel point la gestion de sa table de capitalisation, de sa dilution, est importante dans l'image qu'on va donner à des investisseurs à qui on va présenter notre société.
je prends des exemples. Une table de capitalisation d'une société qui va faire un bridge post-seed où je me rends compte qu'il y a déjà 40 business angels au capital, ben, je vais trouver ça étonnant. Je vais me dire, ben, la société vient me voir, elle a déjà 40 investisseurs, comment ça se fait qu'elle va lever encore auprès d'un tiers alors qu'elle a un pool déjà dedans qui serait potentiellement, qui pourrait mettre de l'argent pour faire ce bridge-là. Ensuite, je vais me poser une deuxième question. Si je vois pareil cette table de capitalisation, quelle va être la gouvernance? Est-ce qu'il y a un représentant de ces investisseurs qui va participer au comité stratégique ou est-ce que juste tous décident dans des assemblées générales annuelles et ça peut être le bordel total? Donc, c'est important de gérer sa table de capitalisation et de gérer la gouvernance et des pouvoirs de chacun au travers du pacte d'actionnaires. David, Olivier, on a une petite question de Xavier. Pouvez-vous lui confirmer que lever 2 millions en cédant 25% du capital équivaut à une valo pré-money de 6 millions? C'est ça. C'est bien ça. Ça fait, dans mon exemple, ça faisait 33%. Si je dis pas de bêtises, ça fait 2 sur 6. Donc, le 4 était vraiment un minimum absolu, mais effectivement, la valorisation plus réaliste, c'est plutôt aux alentours des 6, pré-money. Voilà, que signifie moins 30, c'est bon. On a présenté un autre graphe juste pour vous montrer aussi l'impact de la dilution des différents tours de table. Donc ça, c'est un certain nombre de sociétés cotées américaines. Et on voit leur dilution, la dilution des dirigeants au moment de l'IPO. Et typiquement, le dirigeant de Box, Levy, avait plus que 5%, enfin avait moins de 5% du capital de sa société au moment de l'IPO. Donc, faire des tours de table, être dilué, c'est pas très grave. On peut réussir quand même malgré cette dilution, mais il faut savoir la gérer parfaitement. Et je reviens et j'insiste encore une fois sur la gérer, ça veut dire la gérer en termes de gouvernance, en termes d'affichage de la table de capitalisation. Il vaut mieux essayer de regrouper un peu vos investisseurs par catégorie, par pouvoir, par aussi étape à laquelle ils sont intervenus, parce qu'un investisseur qui a un prix moyen pondéré, je ne sais pas, je prends un exemple d'action à 2 € n'aura pas le même alignement d'intérêt qu'un investisseur qui est rentré quelques mois ou quelques années après, qui a un prix d'entrée de 10 € par action. Et donc, il va falloir gérer à la fois ses prix d'entrée, la vision de chacun et sa table de capitalisation. Et on voit que les sociétés qui s'en tirent le mieux, c'est LinkedIn, Newsroom et Workday, typiquement, où les dirigeants étaient assez peu dilués au moment de l'IPO. David, on a deux questions qui sont tombées. Une question de Jean-Louis qui nous demande finalement la valo dépend donc de la levée et comment justifier alors cette valorisation? Eh ben, on va y venir après, on va y venir. Mais c'est exactement ça, la valorisation dépend de la levée. C'est un élément à bien comprendre. On va rationaliser cette valorisation, on va la changer, mais la valorisation finalement va être, est-ce qu'on croit que vous allez pouvoir utiliser cet argent de manière efficace pour réaliser votre objectif? Et typiquement, je prends un exemple, une équipe de jeunes entrepreneurs, c'est la première fois qu'ils montent une société. Ils font quelques milliers de chiffres d'affaires mensuels et ils viennent me voir en me disant nous, on veut lever 2 millions d'euros. Je vais me dire, bon, il faut savoir utiliser cet argent de manière hyper efficace. Et quand on fait quelques milliers de chiffres d'affaires mensuels, on n'a pas encore vraiment démontré son market fit, on n'a pas suffisamment de clients, on n'a pas suffisamment staffé le middle management, une équipe de N-1 suffisamment forte pour embaucher derrière des gens qui correspondent à la valeur de l'entreprise. Ah, Olivier, on a perdu les slides. On a perdu Olivier tout court, il me semble. Moi, je le vois. Ah oui, il est toujours là. Ouais. Problème de connexion. Je reviens avec le slide. Ça revient.
Et donc, généralement, si vous tapez trop haut et que vous vous dites moi, je pense, je veux lever 2 millions d'euros alors que je suis en seed, que je n'ai pas vraiment démontré ma capacité de croissance, mon market fit, etc., on va penser que la valorisation est du coup implicite, beaucoup trop élevée par rapport à votre stade de développement et vous ne serez pas à même d'utiliser correctement l'argent qui vous a été confié. Et mine de rien, savoir correctement investir, c'est pas si évident. Et donc, de trop lever trop tôt, c'est aussi un poids qu'on se met assez fort sur le cadencement de l'investissement et sur la façon dont on va devoir embaucher, recruter, acquérir des clients, et on se met en risque potentiellement pour le tour d'après. Donc juste, Olivier, si tu peux appuyer. Ah, il y a un problème de connexion. Olivier? Mince, on a perdu Olivier. Ah, il a l'air d'être revenu. C'est bon. Tu as les mains sur les slides, je veux bien que tu appuies et que tu continues. Ouais, peut-être pour compléter, éléments à regarder qui permettent de justifier une valorisation. C'est en effet le niveau de dilution. Olivier, tu devrais peut-être couper ta caméra pour Ouais, on ne t'entend plus, Olivier. Ah. Est-ce que toi, David, tu as la présentation de ton côté ou pas? Je l'ai peut-être. Les aléas du direct. Ouais. Alors, attendez. Hop. J'envoie un message pour voir s'il peut couper sa caméra ou se déconnecter. Olivier est parti avec la fusée. Il est parti avec la fusée. Je dois avoir. Alors, laissez-moi une seconde, du coup, je vais chercher. Bon, si vous voulez en profiter pour poser vos questions, au moins on les aura pour la fin du webinaire. C'est à cause d'une valo trop basse, exactement. Alors. Je l'ai là. En attendant que ça charge. On a retrouvé Olivier. Ah. Oui. On a 2 Olivier, bon, c'est parfait. En double. Du coup, tu continues, Olivier, c'est bon? Ouais, c'est bon. Vous m'entendez? On t'entend. Ouais, c'est bon. Je suis là 2 fois. J'arrive pas. J'ai un petit problème de connexion. J'arrive pas à passer les slides. Est-ce qu'en attendant… Alors oui, il y a quelques questions. Alors je vais en profiter pour répondre aux questions. Il y a une petite qui demande si tu peux revenir sur les actions de préférence. Alors attends. Une nouvelle explication. Sur les actions de préférence, c'est-à-dire? En fait, une nouvelle explication des actions. Alors les actions de préférence. En fait, quand un investisseur rentre, il va vouloir généralement ne pas perdre son argent. En tout cas, ne pas perdre son argent si la société ne fait pas défaut. On sait tous que le taux de défaut dans une startup, et je pense que tous les investisseurs en sont conscients, est relativement élevé. Mais il y a un cas qui est assez, on va dire, injuste dans la tête d'un investisseur. C'est le cas où la société est vendue à une valorisation plus basse que le prix d'entrée de l'investisseur. Dans ce cas-là, les dirigeants peuvent être gagnants parce que, mine de rien, après 1 ou 2 ans, si un dirigeant prend 2-3 millions, ça peut être un bon aboutissement, un bel aboutissement pour certains. Mais pour l'investisseur qui serait rentré sur une valorisation légèrement plus élevée, lui aura perdu de l'argent. Donc, ça crée une situation de conflit d'intérêt potentiel entre l'investisseur et le fondateur, où le fondateur peut récupérer une part intéressante
de la plus-value de cession, tout en générant une perte pour l'investisseur. Et donc, l'action de préférence assure l'investisseur qui sera remboursé en priorité. Je ne sais pas si c'est plus clair, mais encore une fois, ça, ce sont des éléments qui sont très théoriques. Parce que pour avoir réalisé plusieurs sorties, dans le cas où la sortie est relativement limite, c'est-à-dire qu'elle va se faire à un prix où les fondateurs ne sont pas assez récompensés ou trop dilués, mine de rien, ce sont les fondateurs qui vont vendre la société. L'acte de vente, les discussions avec le repreneur, la négociation, ce sont les fondateurs qui vont les faire. Et s'ils ne trouvent pas leur intérêt dans la cession, ils ne mèneront pas à bien cette cession. Ça paraît évident. Moi, j'ai eu des cas, l'année dernière, où on a vendu une société pour 15 millions de dollars. Les dirigeants, sur ces 15 millions, récupéraient 1,5 million, mais on mettait 3 millions en séquestre. Donc, en fait, au moment de la cession, théoriquement, le dirigeant ne récupérait rien parce que ses parts étaient séquestrées. Donc, clairement, il nous a dit, moi, si je récupère rien à court terme et si je suis séquestré et que je touche potentiellement dans 3 ans, moi, je ne fais rien. Je ne mène pas à bien la cession de l'entreprise. Donc, on a renégocié les termes. On a dit, effectivement, nous, on voulait sortir pour différentes raisons. On pensait que c'était le bon moment de sortir. On faisait pas vraiment de plus-value, mais entre les dettes qui avaient été levées, le BFR qui était largement positif et il fallait payer des fournisseurs. Et donc, on avait créé de la dette implicite fournisseur et les montants levés, effectivement, il n'y avait plus de valeur créée au final pour le fondateur. Mais on a renégocié, on lui a dit, effectivement, nous, on est prêt à s'asseoir sur une partie de nos préférences. On te donne, je prends un exemple, 2 millions de dollars si tu mènes à bien cette session à 15 millions, parce que nous, on est content finalement de cette session à 15 millions. Et ça, ce n'était pas écrit au départ dans les préférences. Donc, il faut savoir quand même quelque chose, c'est qu'au moment de la section, les fondateurs ont toujours la main. Et tout est plus ou moins renégociable si jamais on est dans des situations un peu tendues et un peu déséquilibrées. Olivier, je te laisse prendre la main là-dessus si tu veux. Oui, c'est bon. Donc, ce n'est pas une science exacte de faire une valorisation d'entreprise parce qu'il y a beaucoup d'immatériel qu'on va essayer de valoriser. Donc, l'idée, c'est d'arriver à définir un certain nombre d'indicateurs, un certain nombre de signaux qui permettent de justifier et de rationaliser une valorisation. Un des éléments importants, c'est de se mettre à la place de l'investisseur, parce que l'investisseur, s'il va investir dans notre société, c'est qu'il va vouloir faire un rendement. Alors, l'investisseur, qu'est-ce qu'il regarde quand il regarde une startup? Il regarde globalement trois zones. Il regarde la proposition de valeur et la manière dont l'attractivité de la proposition de valeur et la manière dont elle va être exécutée. Dans l'exécution, il y a la qualité de l'équipe qui est hyper importante, la scalabilité du modèle, la durée du cycle de vente. Il va regarder le marché, la profondeur du marché. Est-ce que les gens sont prêts à payer pour telle proposition de valeur? C'est quoi la force de la proposition de valeur de la startup dans la chaîne de valeur un peu plus globale? Et puis, quelle est l'intensité concurrentielle? S'il y a déjà beaucoup d'acteurs qui font des choses à peu près similaires, ça va être forcément un petit peu compliqué pour essayer d'avoir un leadership. Et puis enfin, le troisième volet, c'est l'exit. C'est quoi le rendement que je vais avoir? Est-ce que l'exit va être facilité ou pas? Donc là, on sait qu'en fonction par exemple, des secteurs d'activité, les exits sont plus ou moins faciles. Et donc ça, c'est quelque chose qui va être très important vis-à-vis de l'investisseur. Alors, comment ça se passe? Je pense que c'est important que, vu la startup, vous ayez vraiment la vue de l'investisseur qui va regarder votre business plan et qui va voir pouvoir faire. Donc là, on vous a mis un exemple avec une startup qui fournit un business plan à 5 ans. L'investisseur va prendre ce business plan et va le challenger en essayant d'avoir des hypothèses qui lui semblent un peu plus réalistes. Donc à droite, vous voyez le business plan de l'investisseur qui est assez fortement challengé par rapport au BP du management. Et ensuite, l'investisseur, à partir de son BP challengé, il va définir une valeur terminale. Donc par exemple, il peut prendre une moyenne entre 7 fois l'EBITDA qui va être généré en année 5 et puis 3 fois le chiffre d'affaires aussi en année 5, le chiffre d'affaires qui va sur un trimestre et analysé. Et il va faire une moyenne pour définir une valeur terminale.
Donc là, il va arriver à une valeur terminale d'un peu plus de 10 millions d'euros. À partir de cette valeur terminale, il va essayer de définir son TRI ou le multiple de rendement que ça va générer. Donc, plus il est investi tôt, et plus il va attendre un multiple qui va être élevé. En seed, les investisseurs attendent souvent un multiple qui est autour de 10 fois. En série A, ça va être autour de 5 fois, série B, 4x, ou voire un petit peu moins. Donc là, admettons qu'il a défini une valeur terminale un peu plus de 10 millions d'euros. Il attend un rendement de x10, parce qu'il a investi assez tôt. Et donc, il va en déduire une valorisation autour d'1 million d'euros. Et donc, 1 million d'euros, si la start-up souhaite lever 400 000 euros, ça fait une dilution entre 28 et 29%. Donc ça c'est vraiment le raisonnement investisseur. Il faut bien comprendre que le sujet de la valorisation, c'est un sujet qui va donner lieu à des échanges entre l'investisseur et la start-up. Et donc, c'est intéressant aussi pour la start-up de se mettre à la place de l'investisseur en essayant de justifier pour lui un niveau de rendement qui soit intéressant. Olivier, Donc en fait, Jean-Louis nous demande s'il y a un minimum de chiffre d'affaires à montrer pour justifier une valo. non, mais alors je reviendrai après parce que Jean-Louis, je pense, pose pas mal de questions pour des startups type deep tech qui sont analysées un peu différemment. Mais je propose qu'on y revienne après. Effectivement, on n'a pas tout à fait traité ce sujet-là pour le moment, mais je répondrai à ces questions à la fin. Super. Et donc, pour revenir sur les concepts qu'on a abordés au début, donc dans ce cas-là, on avait, je reviens juste en arrière, donc l'investisseur atterrit sur une valorisation d'1 million d'euros qui peut donner lieu à un échange avec la startup. Et donc là, on parle d'1 million d'euros, pré-monnaie, fully diluted. Donc, en tenant compte aussi des titres qui pourraient être souscrits par des détenteurs de BSA ou de BSPCE ou d'obligations convertibles, par exemple. Il y a un élément là-dessus sur lequel il faut faire attention parce qu'on a parfois constaté qu'il pouvait y avoir des incompréhensions. C'est sur l'attribution de nouveaux BSPCE. Donc, quand un investisseur vous propose un term sheet, généralement, il vous propose encore une fois une valorisation pré-monnaie et fully diluted. Lui, on va dire qu'il estime que tout ce qui a été créé précédemment, historiquement, doit être exercé et a permis le développement de la société tel qu'il la valorise aujourd'hui. Mais par contre, ce qu'il faut imaginer, c'est si jamais vous voulez réattribuer une nouvelle tranche de BSPCE à hauteur de 5 ou 10%, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, il y a une négo qui peut être faite là-dessus, c'est de dire c'est exclu de ce pré-monnaie fully diluted parce que ça vient, c'est du nouvellement attribué, donc on ne l'inclut pas dans la valorisation. Donc en tant que fondateur, ça vous diluera moins si vous dites que ce n'est pas inclus dans la valorisation qui a été donnée par l'investisseur et qu'on vient le rajouter au-delà. Donc il vaut mieux, alors petite astuce de négociation, il vaut mieux parler des BSPCE à la fin, au moment où vous avez reçu le term sheet, ou juste avant l'émission du term sheet, quand on a déjà négocié la valorisation en disant « Ah, par ailleurs, moi j'ai OK pour la valo, mais j'aimerais bien qu'on attribue 5% de BSPCE. » Normalement, il n'y a aucun investisseur qui vous refusera l'attribution de BSPCE. Pour autant, s'il calculait bien son coût, il faudrait qu'il refasse une nouvelle valorisation incluant la dilution que va lui générer les BSPCE. Mais la plupart ne le feront pas. Donc, petite astuce de négo, attendez d'avoir la valorisation et ensuite dites je veux des BSPCE pour mes futures embauches et pour mes salariés actuels. Donc là, on va présenter, alors pour deux types de sociétés, pour les startups qui font du SaaS et les marketplaces, et encore une fois, ça ne va pas répondre aux questions de Jean-Louis, mais on les traitera à la fin. En fait, que ce soit en seed ou en série A, attends, Olivier, ouais, avant, bon, passons tout. On va se baser sur des métriques pour rationaliser, encore une fois, la valorisation qu'on a vue, qui est la valorisation implicite, déterminée un peu en fonction de la dilution de la société. Donc, on a vu une première méthode qui est basée sur le business plan et sur le multiple ou le ROI attendu par l'investisseur. Et la deuxième méthode, très largement utilisée, c'est la méthode de comparable.
Et donc, sur le SaaS, qu'est-ce qu'on va comparer? On va regarder le niveau de MRR, on va regarder le taux de gross margin, on va regarder le taux de churn. Ça va permettre de calculer ce qu'on appelle la lifetime value. Et la lifetime value, on va la comparer au coût d'acquisition client. Et on va regarder également le taux de croissance de la société et à combien de cash elle brûle pour générer ce taux de croissance. Et donc, en intégrant tous ces paramètres-là, on arrive à une valorisation théorique. Alors là, les calculs, il n'y en a pas. Encore une fois, on va voir après, il y a un multiple de comparables qui joue, mais si jamais vous avez un ratio lifetime value sur coût d'acquisition qui est très bon, qui est très favorable, où on se dit qu'il y a une profondeur de marché assez forte à aller chercher, et ben cette valorisation sera augmentée d'autant. S'il y a une super équipe qui a déjà monté 2 sociétés revendues, bon, ben, la valorisation va forcément être vue largement à la hausse par rapport à la méthode de comparable. Si on se dit qu'il y a une vision incroyable, et ça c'est mine de rien important, la façon dont on pitch et la vision qu'on a de son business et l'ambition qu'on donne à son activité peut générer des écarts de valorisation assez importants parce que ça va générer des écarts sur la façon d'opérer, sur les recrues que vous allez faire. Et typiquement, pour vous donner un exemple, on a investi récemment dans une société qui s'appelle Chance.co, qui est une sorte de plateforme qui vous permet de, si je devais faire le teasing assez simple, d'être coaché ou en tout cas d'être accompagné sur sa réflexion sur ce qu'on veut faire et être accompagné non seulement par une plateforme, mais par des coachs. Le dirigeant a une ambition démentielle, il a un réseau qui est énorme, il arrive à convaincre des gens de haut niveau, il a un CTO qui est juste d'un profil incroyable, une DAF incroyable. Moi, j'ai vu la même société à peu près en même temps avec un super dirigeant, mais un first-time entrepreneur, bonne ambition, mais on sentait qu'il maîtrisait un peu moins ses concepts, qu'il avait moins d'accès. Et bien, il y avait un écart de 4 à 5 sur la valorisation alors qu'ils étaient au même stade de développement. Parce que la vision et l'ambition en fait, d'un projet peut tout changer. Donc ça, on montre des concepts, encore une fois, très rationnels à gauche, qui sont des métriques assez précis qu'on va regarder en SaaS, et à droite, des éléments plus intangibles que va prendre en compte l'investisseur pour accepter ou non d'augmenter la valorisation. Et donc, en SaaS, si on passe ce slide, en fait, en seed, le proxy souvent, je vais aller un peu vite, il est de 100 fois le MRR. Donc, si vous faites 20 000 de chiffre d'affaires mensuel, un élément de proximité, alors les valorisations sur 2019 étaient un peu plus élevées que ça. Nous, on a fait une étude sur les valorisations sur le premier trimestre avant Covid et on était plutôt à 130 fois le MRR plutôt que 100 fois. Nous, chez TechMind, en fait, ce qu'on nous dit, c'est plutôt la grosse margin parce que 1 euro de marge, 2 euros de MRR ne sont pas équivalents si la marge derrière n'est pas la même. Donc, tout ça pour dire qu'on utilise plutôt la grosse margin comme rationnel. Mais retenez qu'en seed, souvent, on est à 100, 130 fois le revenu récurrent mensuel comme première approche de valorisation. Ensuite, si la croissance est plus grosse, si le marché, si l'équipe, je ne reviens pas sur ce qu'on a présenté précédemment, mais on peut aller bien au-delà. Et à contrario, si on a l'impression d'être un peu les seuls investisseurs à s'intéresser au projet, la valorisation sera peut-être plus faible. Donc ça, c'est pour le SaaS. Je crois qu'on a assez peu de temps, donc on va accélérer. Sur la marketplace, c'est un peu le même principe avec des métriques un peu différents. Donc on va regarder le volume qui passe par votre marketplace, le taux de commission, est-ce que les gens reviennent ou pas, donc le taux de repeat, le coût d'acquisition de la demande, du supply, le taux de croissance mensuel, et donc on arrive de la même façon à une valorisation théorique. Vas-y Olivier, passe pour aller un peu vite et on va aller aux questions assez rapidement. Et donc là, pareil, un proxy qui est valable en seed et un peu en série A également, c'est 2 fois le volume qui passe par la marketplace comme valorisation. Donc si vous avez un marketplace qui génère un volume de transactions annualisé de 100K, de 1 million, pardon, ça fait 2 millions de valorisation implicite. Pareil, on trouve que la GMV entre une marketplace type Deliveroo qui prend un taux de Booking qui prennent 25% de commission
et des marketplaces type B2B qui vont prendre du 4 à 5% de commission. La GMV n'est pas toujours comparable. Donc, nous, on se base sur de la marge de contribution. Donc, ça, c'est pour vous donner un peu des rationnels de valorisation pour des startups qui ont des métriques. Encore une fois, la juste valorisation, c'est l'offre et la demande, mais il faut gérer non seulement la dilution de l'équipe, la table de capitalisation, les conditions du deal, preferred ou pas preferred, ratchet ou pas ratchet. Il vaut mieux une valorisation peut-être un peu plus faible en action ordinaire plutôt que plus élevée avec des preferred. Et donc, il faut faire matcher l'offre à la demande. Ça ne sert à rien de vouloir lever sur une valorisation énorme si finalement vous n'avez pas d'investisseurs et si vous bloquez des accès à cause de ça. Donc, j'ai essayé d'aller un peu vite à la fin. Ouais, parce que pour finir, on avait prévu d'aborder l'impact de la crise sur les valorisations. Je vois qu'il est déjà quasiment 15 heures et qu'on a encore pas mal de questions. Alors, si on n'a pas le temps de répondre aux questions, sinon on vous répondra individuellement après. Et là, en fait, sur ce sujet, on voulait d'abord vous poser la question à vous. À votre avis, quel est l'impact de la crise sur votre levée de fonds? Comment est-ce que vous voyez les changements? Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous envoyer vos petits commentaires. Et puis, on va bien sûr vous donner notre avis. Je pense, Olivier, peut-être avançons. Enfin, il fallait terminer à 15h, non, le Zoom. On peut déborder un peu ou pas? Pour les personnes qui peuvent encore rester, je propose que vous abordiez ce sujet, parce qu'on a une personne qui, par exemple, posait cette question justement dans l'onglet Converser. Donc, pour les personnes qui peuvent rester, on peut l'aborder. Et pour les personnes qui ont posé une question auquel on n'a pas répondu et qui doivent nous quitter maintenant, on vous mettra directement en relation avec Olivier et David. Comme ça, vous pourrez avoir des réponses à vos questions suite au webinaire. Alors, je vois, l'impact ne sera pas trop sur la valorisation, mais plutôt sur le timing de la levée. Donc, ça, c'est vrai. Je pense que c'est assez vrai. Il y a quand même beaucoup de startups qui ont décalé leur levée parce que c'était depuis mi-mars, c'est quand même plus compliqué, c'est plus long. Il y a eu quelques désistements. Il y a quelques investisseurs. C'est aussi une question de liquidité. Il y a un petit peu moins de liquidité à un moment donné. Donc, c'est un peu plus long. C'est un peu plus difficile de finaliser les tours. Et du coup, il y a eu quand même pas mal de reports. Et donc, il se pourrait qu'il y ait un phénomène d'encombrement bientôt qui pourrait générer du coup une concurrence forte, une concurrence plus forte et donc une baisse des valorisations. Parce que ça reste une adéquation entre l'offre et la demande, c'est ce qu'on vient de dire. Alors, là-dessus, il y a quand même eu un certain attentisme, en fait, au début du confinement. On le voit, en fait, il y a une courbe qui a été faite par Avolta où ils suivent l'évolution de semaine en semaine des levées de fonds. Et on voit qu'à partir du confinement, il y a quand même un plateau. Il s'est passé plusieurs semaines sans rien. Effectivement, en fait, nous, en tant qu'investisseurs, et on l'a vu chez les VC, on était d'abord focalisés sur comment aider nos participations. Ça a été le premier élément. Le deuxième, c'est quelle décision prendre, sachant qu'il n'y a pas de visibilité. Et nous, il y avait quelques startups qui venaient nous voir, qui étaient plutôt boostées par cette période-là, comme de la livraison à domicile, des cours à distance, ce genre de choses. Et pour autant, on se disait, oui, bon, c'est bien de profiter du momentum, vous gagnez du temps sur votre croissance et sur l'acquisition client et en notoriété, mais quel sera l'impact après? Donc, il y a eu une certaine période d'attentisme, et c'est plus tout à fait le cas. On le voit sur la courbe, et nous, on l'a constaté également, c'est que finalement, on sait faire des investissements via Zoom, on a pu prendre des décisions, on a pu honorer les term sheets, on a même investi dans des sociétés qui étaient assez fortement impactées en se disant que la reprise n'était que décalée, et donc on a anticipé ça. Et la question, et je vois qu'il y a des connaisseurs, et Thierry Merkiol connaît effectivement très bien les sujets de seed, il y a assez peu d'impact sur la valorisation de start-up en seed. L'impact, c'est effectivement le décalage ou non de la levée. Si vous êtes complètement impacté et si votre business est à l'arrêt, effectivement, c'est compliqué de lever pendant cette période. Mais pour autant, comme on l'a dit et répété, je pense, assez régulièrement, il faut gérer cette dilution. Et c'est important pour les fondateurs, évidemment, mais aussi, c'est dans l'intérêt des investisseurs de seed, que ce soit des business angels ou des fonds de seed, à ne pas trop diluer parce que sinon,
la série A sera beaucoup plus compliquée à faire. Donc l'impact sur la valorisation a été assez faible. On a vu quelques décotes sur des tours qui avaient été annoncés post-Covid, mais de manière générale, ça a été assez rare. Les sociétés qui ont pu lever pendant le confinement ont levé et ça a été légèrement décalé. Et on voit que les autres reprennent. Et effectivement, il y a un peu d'afflux en ce moment parce que l'activité commence à repartir et ça remonte. Donc, n'hésitez pas à contacter les investisseurs. Il y a eu beaucoup d'attentisme, mais c'est reparti. Je pense qu'il risque aussi d'avoir des disparités assez fortes d'un point de vue sectoriel. Il y a forcément des secteurs qui ont été assez fortement pénalisés par la crise et d'autres qui ont limite profité de la crise, comme le médical, les solutions RH pour aider les entreprises à se transformer, le digital d'une manière générale. Et donc là, on pourrait retrouver probablement encore quelques disparités parce qu'il y a des secteurs sur lesquels des investisseurs vont encore être assez frileux, où ils vont demander de voir des business plans qui sont peut-être un peu plus solides, avec un horizon de rentabilité qui sera peut-être un peu plus court terme, sur des secteurs qui potentiellement seraient impactés en cas d'une deuxième vague vague de pandémie. Donc, je pense qu'il faut être vigilant là-dessus. Moi, je pense qu'on peut s'attendre à quelques disparités de marché. Toutes les startups ne seront pas sur un pied d'égalité, je pense. Et en fait, il faut faire aussi attention parce que je vois dans les commentaires, effectivement, vous avez remarqué que la courbe est repassée devant en 2020 depuis quelques semaines. Mais 2020, il y a quelques énormes tours de table qui ont été réalisés. Il y a eu Conto en début d'année. Il y a Content Square récemment. On n'a pas la même courbe sur les tours de seed. Il faudrait qu'on essaye de la refaire, mais il serait intéressant de voir sur le seed ou la série A quel est l'impact du confinement sur les valorisations et sur les tours de table. Merci beaucoup. Il me semble qu'il reste quelques questions pour les dernières personnes qui peuvent rester. Notamment, David, il me semble que tu avais dit à une personne que tu lui répondais à la fin sur vaut-il mieux bâtir une stratégie de levée successive, Christophe? Oui. Alors, c'est moins bien pour la dilution. C'est peut-être plus facile, mais bâtir une stratégie de levée successive, généralement, ça va générer plus de dilution et ça va aussi prendre plus de temps. Mine de rien, le temps de lever, le temps de faire des contrats, des pactes d'actionnaires, de convaincre des investisseurs d'être en roadshow permanent, c'est un effort assez intense. Donc, je conseille plutôt d'essayer de regrouper si on a des bons métriques ou en tout cas si on a la possibilité de le faire sur des tours de table un peu plus gros et figés, quitte à faire des compléments par la suite, mais au moins on a une base d'investisseurs qui est capable de réinvestir. De faire du successif, ça peut être un peu gênant parce qu'on passe plus de temps à lever qu'à faire du business. Donc je suis assez méfiant sur ça et je pense qu'en termes de dilution, à la fin, l'impact n'est pas négligeable. Merci. Même si on peut justifier de hausse de valorisation au fur et à mesure, c'est pas évident. Alors, quelques autres questions. Est-ce qu'on peut lever sans MRR? Quand même, juste en commentaire, ça s'est justifié un peu pendant la crise parce que justement, on a vu que certaines startups voyaient que le délai pour lever serait beaucoup plus important. Elles ont préféré faire une petite levée ou un petit bridge, donc au détriment de leur dilution, mais ça leur a permis de prendre un peu d'oxygène et de repousser finalement l'échéance de la prochaine levée. Donc, on a vu quand même pas mal de scénarios comme celui-ci. Alors, il y a 2-3 questions. Est-ce qu'on peut espérer lever sans MRR? Alors, si on est une startup SaaS, c'est pas évident. C'est pas évident parce que soit vous avez déjà monté d'autres startups dans le domaine et on peut imaginer que vous savez faire. Vous avez fait un bel exit, etc. Et dans ce cas-là, oui, c'est possible. Sinon, c'est compliqué parce que la plupart des investisseurs, en tout cas en seed, veulent voir ce qu'on appelle le market fit. Et donc, il faut qu'il y ait quelques clients pour commencer à démontrer. C'est un début de market fit. Attention, pareil, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui en seed font une dizaine de milliers d'euros de chiffre d'affaires, ont quelques dizaines ou centaines de clients et se disent bon, ben, mon market fit est là et mon marché, c'est plusieurs milliards. Et donc, j'ai juste à avoir du cash pour développer. Ça ne marche jamais comme ça.
on acquiert au départ soit des early adopters ou en tout cas des gens qui avaient le plus gros problème et qui sont facilement atteignables. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des paliers assez réguliers. Entre 10 et 20 cas de MRR, on n'a pas la même stratégie. On n'a pas la même stratégie entre 20 cas et 100 cas parce que là, il faut constituer une équipe, il faut mettre des routines beaucoup plus efficaces, etc. Donc, voilà, lever sur du SaaS en MRR, c'est compliqué. Et je vais revenir, j'en profite avant que tu parles de ce slide, Olivier, pour revenir sur les questions de Jean-Louis, je crois, Jean-Louis Flamand, exactement, sur la valorisation de la R&D ou comment lever son chiffre d'affaires. Encore une fois, les startups deep tech, donc, qui signifie qu'il y a des brevets, qu'il y a une barrière à l'entrée forte, généralement qui sont issus de labos de recherche type CNRS, INRIA, CEA ou autres, ont des méthodes de valorisation généralement un peu différentes au départ. Encore une fois, au départ, dès qu'elles ont commencé à commercialiser, dans ce cas-là, la valorisation sera plus ou moins sur des mêmes rationnels et des critères de multiples de chiffre d'affaires ou de marge que les autres. Mais en tout cas, au départ, on va valoriser ça comme un actif. On va essayer d'imaginer la barrière à l'entrée que ça crée, comment ça va aider l'acquisition client et de valoriser en termes de marge et de chiffre d'affaires cette R&D qui a été faite. Il y a une méthode toute bête, c'est de se dire la méthode, l'approche par les coûts, en se disant bon, combien de temps a été passé par combien de personnes pour aboutir à cette recherche, et on va appliquer un markup de survalorisation à ça pour valoriser cette R&D-là, même avant le chiffre d'affaires. Olivier, je te laisse prendre la main peut-être. Il y a une étude, donc ça c'est une banque d'affaires qui s'appelle Chausson Finance, que vous connaissez peut-être, qui a fait une étude auprès des investisseurs, des VC, pour voir comment est-ce qu'ils avaient changé leur comportement pour tenir compte de cette crise. On n'a peut-être pas le temps de rentrer dans les détails, mais on pourra vous transmettre d'ailleurs le lien vers l'étude si vous voulez. On voit que finalement, les VC, en tout cas les VC français, sont restés quand même relativement actifs. En revanche, ils ont quand même réadapté leur process d'assessment et finalement leurs critères d'investissement ont un peu changé et on va petit à petit vers davantage de critères de profitabilité, de rentabilité, de cash. On va beaucoup plus regarder l'horizon de cash de la société et puis après plutôt des critères de croissance. Alors qu'avant, on voyait quand même pas mal de levées qui étaient faites sur des modèles qui pariaient tout sur la croissance, mais qui étaient beaucoup plus risqués en termes de cash, en termes de crise. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Je pense qu'on pourra vous la diffuser, enfin vous renvoyer le lien vers Chausson si ça vous intéresse. Clairement. Moi, de toute façon, je fais un mail recap à l'ensemble des participants, donc vous pourrez me le transférer et je leur transmettrai. Xavier demande si vous pouvez revenir sur la dernière slide que vous aviez présentée. Est-ce que vous pourriez la détailler, en particulier les qualités des fondateurs recherchés et les modifications en termes de term sheet? Alors, Olivier, reviens, je te laisse revenir sur le... C'était celle-ci, non? C'est ça? C'était celle-ci. Non, je pense avant qu'on parle du Covid. Oui, celle d'avant, celle sur lesquelles vous avez conclu. Encore avant, peut-être. Je crois que c'était avant. Ouais. Encore avant. Attends. Encore avant, je pense. Celle-là, à mon avis. Non? Xavier, est-ce que tu parles bien de celle-ci? Non, c'était bien la dernière, pardon. Effectivement, c'était. D'accord. Bon. Donc, en fait, alors, attends, je vais lui donner la parole, Xavier. Comme ça, si jamais tu as des questions à poser ce sera plus simple directement sur le slide, tu vas pouvoir le faire. Xavier, je te donne la parole. Ton micro est activé. Oui, super. Merci beaucoup. Je trouve que le slide est très intéressant. Donc, je vois, premier meeting, 51% ont changé leur manière d'évaluer les qualités des fondateurs. Est-ce que vous pouvez préciser ce point-là? C'est une bonne question. Effectivement, je pense qu'il faudrait demander à Chausson ce que ça veut dire. Mais encore une fois, je pense que c'est lié au message juste après, qui est plus lié à la stratégie qu'aux qualités intrinsèques de fondateurs. Mais ce qu'on va vouloir, c'est des fondateurs gestionnaires qui
font attention au cash qu'ils ont, qui ont une stratégie d'avoir un runway relativement important, au moins 18 mois, PGE plus levée comprise. Et on l'a vu, en fait, l'impact était déjà là un peu avant le Covid parce que WeWork a commencé à réveiller un peu les consciences là-dessus et la croissance à tout va, sans profitabilité, sans modèle économique très clair et sans proposition de valeur très, très claire. Il y avait déjà un peu ce premier impact. Et là, ça a été complètement révélateur. Et aujourd'hui, nous, on avait quelques boîtes qui faisaient croître l'usage de manière gratuite et qui avaient des beaux succès. Pas encore de modèle économique, mais l'usage faisait qu'on se disait on va pouvoir monétiser un jour. Et en fait, nous, on a plein de cas où la monétisation a été compliquée. Je peux en citer un typiquement, parce qu'ils ont complètement pivoté aujourd'hui, une startup qui s'appelle Shaper, qui fait du matching professionnel. Au départ, c'était une application mobile qui fait se rencontrer les gens. Et en fait, tous les investisseurs sont rentrés en se disant on va faire grossir la communauté. Et une fois qu'on aura des millions de personnes qui vont se matcher, qui vont se rencontrer, la base aura une valeur énorme pour des recruteurs, pour des organisateurs d'événements, etc. Et en fait, ça ne marche plus. Ça marche plus. Il faut avoir un modèle économique. Les taux de conversion ne sont pas si bons que ça en réalité. Et là où on était dans une économie à l'usage et uniquement à l'usage, aujourd'hui, on est plutôt, je pense, rentré de plus en plus dans une économie de monétisation et de profitabilité. Et donc, pareil, on voyait des modèles économiques à très faible marge. Moi, j'ai vu le cas d'une start-up. Encore une fois, start-up, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, il se présentait comme une start-up qui révolutionnait le ménage industriel, le ménage en entreprise. Et donc, les marges étaient très faibles, super croissance parce qu'une approche start-up beaucoup plus flexible, meilleur service client, etc. Mais à la fin, la marge EBITDA potentielle à terme était de 4-5%. Et cette boîte-là était valorisée quand même sur des multiples de chiffre d'affaires, comme une boîte de SaaS qui fait 90-95% de marge brute. Je pense qu'aujourd'hui, ils auraient du mal à trouver des investisseurs. Ok, merci. Je pense que tu avais une question sur les term sheets, c'est ça? Oui, là, je vois qu'en fait, au niveau term sheet, les investisseurs ont changé leur standard. Est-ce que vous savez, qu'est-ce qui a changé? Alors, sur les term sheets, je pense que la gouvernance a été accrue, surtout en seed et en série A, où on laissait quand même beaucoup de liberté aux fondateurs et les deals étaient en grande partie basés sur la confiance. Et ce n'est pas qu'il y a moins de confiance, mais je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui se sont dit il faut quand même qu'on soit plus actif et plus vigilant à ce qui se passe dans les startups. Il y en a beaucoup qui se sont rendus compte qu'ils étaient relativement éloignés de leur portefeuille et n'avaient pas réussi à faire prendre conscience aux dirigeants sur le fait qu'il fallait mettre en place des actions de réduction de coûts, des actions de communication assez rapides. Et donc, à mon avis, les principaux termes qui ont changé, c'est l'impact un peu plus fort sur une gouvernance un peu plus resserrée. Ou en tout cas, le fonds sera un peu plus impliqué que ce qu'il n'était historiquement. On va essayer de le vérifier, ça. Je pense moi, j'ai pas une vision hyper précise de ça. Je pense qu'il y a pas mal d'éléments qui peuvent jouer. Si on trouve un peu plus d'éléments, on va te le transmettre si tu veux. Ouais, merci. Moi, je suis preneur de l'étude et je pense que les autres aussi. Enfin, ce qu'on voit, c'est quand même il y a la question de la gestion du cash. Et dans les term sheets, il y a souvent des notions de montant maximal qu'un fondateur, qu'un dirigeant peut engager tout seul sans donner lieu à une consultation ou à une approbation du board. Donc, je pense que là, c'est typiquement des clauses sur lesquelles il y a eu un petit peu plus d'attention des investisseurs. Mais on va regarder s'il y a d'autres choses et à ce moment-là, on te transmet des éléments. Ouais. Merci. Pour traiter rapidement quelques petites questions. Ouais, dis. Et après, on va arrêter. Non, tu voulais interrompre? Non, il y a des questions un peu plus propres à TechMind à propos de votre... Alors, on peut laisser peut-être à part. Je vois par exemple la question de Philippe.
n'hésite pas à nous solliciter. solliciter. On est rémunéré par les investisseurs. Nous. On n'est pas leveur de fonds, on n'est pas rémunéré par les startups, on n'est pas autre, on est côté investisseur. Pour rappel, vous avez les adresses mail de Olivier et David dans l'onglet Converser si vous souhaitez leur poser une question en parallèle. Rencontrez-vous des problèmes de cohérence dans les BP financiers que vous recevez? Alors oui, souvent. Ça arrive. De cohérence ou des BP qui sont mal ficelés, qui sont très compliqués à lire. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment faire attention. On en rencontre assez souvent. Mais en fait, le principal biais, alors oui, effectivement, il y a des BP qui sont mal faits, qui sont incohérents, avec des fautes dedans, enfin, on en rencontre. Mais en fait, le principal biais qu'on voit, c'est des BP trop optimistes. Et alors, nous, on ne l'a pas fait chez TechMind, mais j'avais un copain qui avait fait ça il y a quelques années sur son portefeuille d'investissement. Et en fait, il me disait que je crois qu'il avait investi dans une cinquantaine de boîtes, enfin, il avait un gros portefeuille. Il n'y en avait pas une seule qui avait atteint ou dépassé son business plan. Donc, toutes les startups qui nous disent « Ah, moi, je suis hyper prudent, j'ai fait attention, mon BP… » Enfin, en fait, les statistiques, et nous, on le constate, on n'a pas fait ce ratio, mais je ne suis pas sûr qu'on ait aujourd'hui une startup qui fasse mieux que son BP. Tous les BP qu'on voit sont surévalués. Je ne sais pas si tu le constates aussi au village, Audrey, mais des gens qui arrivent à faire leur BP. Enfin, déjà, bon, c'est compliqué, c'est un exercice qui n'est pas évident, mais on voit que souvent, on ne prend pas en compte le process de décision d'un grand groupe, on ne prend pas en compte le fait qu'il va falloir recruter et que recruter, ça prend du temps, qu'on peut se tromper sur un recrutement. On ne prend pas en compte le fait qu'il y a du churn, on prend pas, enfin, et tout ça fait que les BP sont généralement plus bas que ce qui était imaginé initialement. On arrête? Allez, ok. On peut faire une petite dernière question si vous le souhaitez, et après on va s'arrêter là. Alors, pour répondre très facilement et très… Alors, Jean-Christophe, quels seront les secteurs les mieux valorisés par cette crise? J'avais mal lu la question avant. Seront. Ah oui, donc là, il faut prendre un peu de temps. Mais je pense que c'est… avant la crise, c'était déjà le gaming les mieux valorisés. Je pense que ça renforce complètement le secteur du gaming. Il n'y a pas beaucoup de startups, mais à chaque fois, les valos étaient très élevés. Il y a beaucoup de demandes et c'est un secteur avec une énorme croissance. Tout ce qui est changement des normes de travail, je pense, mais je vais enfoncer un peu des portes ouvertes. Tout ce qui amène de la valeur aussi assez forte au client final, donc la livraison à domicile, l'EdTech, beaucoup de startups. Enfin, je pense que le B2C va mieux s'en sortir de manière générale que le B2B. Voilà, j'ai fait du plus vite que j'ai pu sur… La santé peut-être aussi. Pardon? La santé? Évidemment, la santé. Alors, c'est vrai que nous, on n'est pas très bon sur la santé, mais évidemment, la santé… C'était déjà le plus gros secteur en termes de financement parce que les montants sont souvent assez élevés. Ouais. Et forcément, ça va quand même, on s'attend à ce que ça se renforce sur ce secteur-là, c'est assez évident. Super. Et le waterfall et les mécanismes appliqués par les fonds anglo-saxons, ils sont assez proches des fonds français. Ils sont généralement plus agressifs sur les préférences, mais typiquement, les fonds anglo-saxons ne mettent plus de ratchet, pratiquement plus. Alors qu'en France, on en voit encore très souvent. Nous, on en demande, mais les fonds anglo-saxons ne le font plus. Mais sinon, ça reste assez similaire. Il y a plus aussi ce qu'on appelle de reps and warranties. Donc, les fondateurs s'engagent à beaucoup plus de choses auprès des fonds anglo-saxons qui sont juste du très théorique. On dit que la société a été bien gérée, qu'on n'a pas de nantissement, etc. Enfin, ça prend des pages et des pages, alors qu'en France, en général, c'est 3 lignes dans un pacte actionnaire. Ok, merci tout le monde. Je pense qu'on a fait le tour. Merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire un petit mot. On fait le SAV. Vous avez nos coordonnées qui s'affichent. Je vois la presse moi dans l'après-midi qui peut bien aider. Vous avez plein de remerciements qui tombent dans l'onglet QNR et dans l'onglet Converser. J'espère que vous voyez. Très sympa. Super. Merci beaucoup tout le monde. Court, très dense, mais super intéressant. Et Audrey, merci beaucoup à toi.
Merci à tous les Ouais. deux. Merci au village et merci Audrey. À bientôt tout le monde. Salut. À bientôt. Pour les personnes qui sont encore avec nous, sachez qu'on a un nouveau webinaire demain à 14 h sur la stratégie d'acquisition pour vous aider à mieux comprendre ce qui peut faire défaut dans votre stratégie d'acquisition. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous mets le lien de suite dans l'onglet Converser si vous souhaitez vous y inscrire. Olivier, David, encore merci et je vous souhaite à tous un très bon après-midi.